Salut Kamaktavish. Dans la vidéo précédente, on a vu comment la tribu des Séminoles est née en Floride, le contexte politique dans lequel elle s'intègre et les différentes menaces que les hommes ont dû surmonter. En résumé, c'est un enfer tropical, mais abondant en ressources que les Occidentaux convoitent. Aujourd'hui, tu vas comprendre comment fonctionne la tribu, comment elle a pu produire des guerriers aussi exceptionnels. Je vais te parler de traditions badass comme par exemple la Black Drink. Tu vas découvrir le petit frère de la guerre, ça par contre je t'en dis pas plus, c'est la surprise. On va voir ensemble la signification des peintures de guerre et l'armement que les Séminoles utilisaient. Mais avant, je vais t'expliquer comment les Séminoles sont organisés, parce que c'est important. Comme la plupart des nations amérindiennes, il n'y a pas de gouvernement central chez les Séminoles, mais plutôt des villages organisés. Ils sont répartis en deux confédérations, les Séminoles du Haut, qui vivent logiquement au nord, et les Séminoles du Bas, qui vivent à côté des Everglades, c'est dans le sud. Chacune de ces confédérations élit via les chefs locaux un chef suprême appelé Miko, qui doit respecter les coutumes et les traditions séminoles. Son rôle est politique et diplomatique, mais en aucun cas absolu. Il doit consulter toujours en permanence les chefs locaux. Dans son ensemble, la société séminole est basée sur le clan matrilinéaire. J'en ai parlé un petit peu dans la première vidéo quand j'évoquais les Huti. Je ne sais pas si tu te souviens, les Huti, c'est le foyer des Séminoles. En gros, matrilinéaire, ça veut dire que chaque individu appartient au clan de sa mère. Ils sont au nombre de 9. Alors là, ça va faire un peu Disney, mais c'est véridique. On retrouve le clan de la panthère, le clan de l'ours, du cerf, du vent, de la grande ville, de la loutre et enfin le dernier qui n'existe plus aujourd'hui, le clan de l'alligator. Chez les Séminoles, il est strictement interdit de se marier entre membres d'un même clan matrilinéaire. Donc un serpent, il n'épouse pas un serpent, et un oiseau, il n'épouse pas un oiseau. Putain, il me met des poils de partout. Allez, on fait une pause. Ouais, je sais déjà, mais là, il me fout des poils de partout, lui. On respire un coup, je vais te synthétiser cette histoire de clan parce que c'est... Putain, il y a des moucherons et tout. C'est pas simple à comprendre. En gros, tu as deux confédérations. Chacune a un chef. Dans chaque confédération, tu as des clans tribaux indépendants, qui ont eux aussi leur propre chef. Et parmi la multitude des clans tribaux, tu as les clans matrilinéaires, qui sont la panthère, l'ours, etc., qui sont gérés par les mères de famille. Les clans matrilinéaires, il faut voir un peu ça vite fait, comme des associations loi 901 interclans, tu vois. C'est pas des tribus indépendantes à proprement parler. En termes de rôle, les clans matrilinéaires, ils assurent l'éducation des enfants, la transmission des traditions, la gestion des biens familiaux. Les clans indépendants intégrés dans les confédérations, ils ont eux un rôle un peu plus défensif du territoire et du peuple séminole de façon générale. Ils sont représentés par les chefs de clans dans les conseils de guerre et les conseils de paix. La plupart du temps, ce sont des hommes. A priori, il n'y a rien qui interdit cette position aux femmes, mais dans la littérature, j'ai rien trouvé, j'en ai pas trouvé. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi cette histoire de clan. Sinon, dis-le moi dans les commentaires, j'essaierai de t'expliquer un peu mieux avec des références peut-être. Un point sur les nègres marrons, noirs marrons ou séminoles noirs. C'est principalement des esclaves en fuite. Ils font partie intégrante du peuple séminole sans jamais réellement être mélangés aux Indiens, quoi. Bon, faut que je mette un gros disclaimer là parce que sinon je vais me faire insulter de tous les côtés. Quand je dis nègre, noir ou noir marron, c'est pas des jugements, c'est simplement les appellations de l'époque, celles qu'on retrouve dans la littérature et que je reprends. C'est des mots qu'il faut remettre dans leur contexte historique. Alors ok, on n'appelle plus un certain gâteau une tête de nègre, mais pourquoi on appelle toujours une certaine glace un esquimau? C'est pas raciste ça. Idem pour les Indiens, dans les bouquins. Qu'ils soient écrits par des Blancs ou des Amérindiens, on trouve le mot Indian dedans. Native Indian, Indien natif ou encore Amérindien, c'est des trucs de Blancs pour se racheter une conscience envers des peuples qu'on a opprimés, quoi. C'est une façon un peu hypocrite de leur rendre leur noblesse, comme s'ils en avaient besoin, quoi. Surtout venant des Blancs. Bref, je referme la parenthèse, mais tu es suffisamment intelligent pour avoir compris l'idée, j'en suis sûr. Alors les Noirs, donc, ont leur propre village, ils vivent entre eux, ils développent des exploitations agricoles modernes, avec des rendements bien plus importants, couplé à l'élevage des bêtes à cornes. Comme un nom dit, finalement, il y a une espèce d'entente tacite. Les nègres marrons promettent de nourrir les Indiens, en échange de quoi ceux-ci les protègent inconditionnellement. Les Noirs y maîtrisent la langue anglaise et espagnole et ils servent donc d'interprètes aux Indiens, ce qui leur permet d'être intégrés aux différents conseils de tribus et d'influencer l'engagement général des Séminoles contre une institution qui ne les concerne pas à l'origine, l'esclavage. Je te parlais dans la première vidéo des changements politiques importants qu'ont eu à gérer les Séminoles vis-à-vis des Européens. Et c'est avec brio qu'ils ont à chaque fois trouvé le moyen de commercer, que ce soit avec les Espagnols, les Français et les Anglais,
qui leur fournissent des armes à feu, des outils en métal et des tissus et des perles. Les Séminoles sont d'ailleurs réputés pour leur habileté à décorer leurs vêtements avec des perles de verre et des bandes de tissu aux couleurs vives, sans doute par imitation des tenues un peu extravagantes des Espagnols de l'époque. Très rapidement, les Séminoles seront reconnus par les États-Unis comme l'une des 5 nations amérindiennes dites civilisées pour avoir adopté nombre d'us et coutumes de l'Amérique blanche, ce qui malgré tout ne les sauvera pas de l'ogre Oncle Sam. Bon ok Kandaktavich, tu nous as assommé avec ton histoire de confédération, mais comment les Séminoles ils ont fait pour survivre en Floride concrètement ? Alors j'y viens, dans un environnement aussi hostile en termes de climat, mais également de faune, les Séminoles ont fait preuve d'une créativité remarquable pour pallier à toutes les problématiques. Tout d'abord en fabriquant des armes, je t'apprends rien. Le classique couple arc-flèche qui équipera l'ensemble des tribus du continent fait bien entendu partie de l'arsenal de base d'un Séminole. Il est fabriqué à partir de bois de frêne, noyer ou cèdre, et il est recouvert de peau de cerf pour le protéger de l'humidité. Tu te rappelles, climat tropical, mangrove, tout ça. La corde, elle est soit tressée en fibre de chanvre ou lin, soit réalisée à partir de tendons de cerf qui est lesté depuis une branche d'arbre avec un rocher pour étirer les fibres et les faire sécher. Un peu comme ça, quoi, mais avec un vrai tendon, quoi. Ensuite, il est manipulé pour casser la gaine protectrice et obtenir une excellente élasticité, finalement. Les flèches sont la plupart du temps en bois de roseau ou de sureau. Alors, le sureau, autant je vois, c'est un bois qui est plutôt léger. Par contre, le roseau, ça me semble quasiment du one-shot, non? Quand on tire, ça doit casser ou se fendre rapidement. C'est pas du bambou, quoi, avec des arcs en moyenne de 30 à 50 livres de puissance. Pas certain que les flèches soient réutilisables, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi dans les commentaires si t'as déjà testé et si c'est résistant, quoi. La pointe, quant à elle, avant d'être issue de métal fondu pris sur le cerclage des tonneaux européens, est faite de coquillages, d'os, de dents et de facettes de pierre taillée. T'imagines un peu une dent quand même? À la guerre, les pointes de flèche, elles sont pas solidement fixées sur les flèches, elles sont faites pour se détacher justement, pour rester dans le corps de l'adversaire. Si tu prends une flèche dans le cul, t'as littéralement une dent qui est plantée dans les fesses, quoi. Quand on tire la hampe là, la dent il reste dans le cul, quoi. Il y a le tomahawk aussi, qui est d'abord en pierre, puis plus tard en métal. C'est un outil qui a tout faire, il est bien entendu redoutable dans les affrontements, et les Séminoles maîtrisent le lancer avec une précision exceptionnelle, même si en vrai, il est rarement le lancer, quoi. Il n'y a que dans les films qu'on voit ça, dans la réalité, si t'en es au tomahawk, c'est que t'as plus de flèches, t'as plus de balles, donc tu vas pas risquer de perdre ta dernière arme quand même. Le club, c'est une sorte de masse avec une pierre attachée au bout. Elle peut être aussi tout en bois. C'est une arme de guerre qui est destinée à fracasser le crâne des adversaires humains ou animaux, mais finalement peu utilisée chez les Séminoles. Enfin, il y a la longue lance là, ça c'est pas une longue lance, mais ça m'y fait penser, qui est principalement utilisée pour la pêche. Alors ça, tu vois, c'est un truc que j'ai envie d'essayer un jour, la pêche à la lance. Ça va vraiment être un truc sympa à faire, mais pas simple. Je pense qu'il faut la combiner à des techniques du genre tunnel de capture. Je sais pas si tu as déjà testé ou si tu as des conseils, je suis preneur. Dis-moi dans les commentaires, c'est un truc qui m'intéresserait. Mais revenons-en à nos moutons. À partir du 19e siècle, donc dans les années 1800, les Séminoles vont commencer à troquer des fusils à silex auprès des Espagnols, des Anglais et des Français, modifiant leur tradition guerrière en mêlant arc et fusil. La première guerre séminole, dont on reparlera plus tard, est menée par des guerriers équipés d'arcs ou fusils, les balles dans la bouche pour recharger plus rapidement. Ils sont pratiquement nus, parce que les Séminoles, ils auront longtemps la croyance que un corps blessé sans vêtements cicatrise mieux. Ce qui n'est pas totalement faux finalement. Le changement enclenché, les Séminoles s'équipent progressivement auprès des USA de fusils de type Indian Trade Rifle, une version alternative de l'USM 1814 créée par Robert T. Wickham. Et là, tu es censé me dire, mais c'est bizarre, le fusil s'appelle Indian Trade Rifle. Mais pourquoi donc? Parce qu'ils sont malins ces Américains, ils veulent disposer d'une arme pour commercer avec les Amérindiens qui ressemble au leur, mais beaucoup moins efficace, pour conserver un avantage tactique. Le fusil ressemble à celui des troupes US, il est d'ailleurs à canon lisse, comme celui des soldats, qui finiront plus tard par être équipés par des canons rayés. C'est longtemps qu'on n'avait pas pendu quelqu'un. Ça peut abattre une puce
dans le dos d'un chien à 500 mètres, ta laine, et c'est pointé droit sur ta tête. Et ça, ça changera tout, hein, parce qu'un canon rayé, ça permet d'accompagner le projectile à la mise à feu en imprimant un mouvement de rotation à la balle sur un seul axe. Ça permet de lui donner une meilleure pénétration dans l'air, une trajectoire plus droite, donc précise, et une portée plus grande. A l'inverse, avec le canon lisse et les balles rondes de l'époque, hein, en sortie de canon, la rotation de la balle est un peu anarchique et sa trajectoire elle a tendance à courber à cause de l'effet Magnus. Si tu as déjà tiré au pistolet à billes, tu sais de quoi je parle. Résultat des courses, le fusil des Indiens donné pour 300 yards, hein, on va parler en mètres, hein, parce que les yards, c'est bon quoi. 274 mètres de portée ne se retrouve qu'avec une portée efficace de 45 mètres dans le meilleur des cas. D'autant plus que c'est une arme à poudre noire, lourde, longue à recharger, sensible à l'humidité et aussi mal utilisée par les Séminoles. Alors mal utilisée pourquoi? Parce que les Séminoles ils ont une technique bien particulière. Hein. Ils balancent la poudre dans le canon, ensuite ils crachent la balle dedans là, et ensuite ils tapent le cul du fusil par terre. Ils épaulent et ils tirent. Les Américains, eux, ils utilisent une tige pour bourrer la balle au fond du fusil. La différence, en fait, en combat, c'est qu'après quelques tirs, les résidus de poudre non brûlés s'accumulent dans le canon et empêchent le fusil des Indiens de tirer correctement. Donc au bout d'un moment, la balle, elle va plus loin, quoi. Je te parlais d'humidité, hein, ça fait marrer comme ça, mais crois-moi, dans un endroit comme la Floride, c'était un fléau. Chacun avait sa technique. Les Séminoles, eux, ils fabriquaient parfois une sorte de fourreau en bois, hein, dans lequel ils glissaient leurs armes pendant les déplacements, ou il y en a d'autres qui bouchaient carrément l'amorce avec une touffe de brindilles sèches. Les Américains, eux, ils tiraient au pif sur les troncs d'arbres de temps en temps après une longue marche, pour être sûr que le fusil est en capacité de faire feu, quoi. C'était devenu si habituel dans l'armée que les officiers ils disaient plus rien. De toute manière, les hommes ils craignaient tellement pour leur peau qu'ils ne se risquaient pas à faire du bruit n'importe quand. Hein. Il y avait une sorte de conscience du bon moment pour tester son arme. Les fusils américains échangés aux Séminoles sont donc moins efficaces. Mais heureusement que les puissances européennes, désireuses de nuire à leurs voisins, organisent la vente, voire carrément la distribution d'armes de contrebande au profit des tribus de Floride. Et même si les fusils espagnols sont moins sophistiqués et fiables, ils sont parfaits pour la guérilla, parce qu'ils sont légers, maniables et faciles à réparer. Donc au final, les Séminoles ont en majorité l'Indian Rifle, mais aussi tout un patchwork de fusils français, espagnols et anglais. Pour la majeure partie des guerres séminoles, l'armée américaine emploiera le modèle 1816, qui a l'avantage d'être précis jusqu'à 75 mètres, avec des balles de 17 mm, contre 14 mm pour l'Indian Rifle. Alors tu penses que c'est un handicap pour les Indiens, mais aucun problème. Les Séminoles, ils sont intelligents et ils comblent cette différence grâce à une stratégie de guérilla révolutionnaire, faite d'attaques à très courte portée, et on va bientôt voir ça dans le détail. À l'époque de l'acquisition de ces fusils, la tenue des guerriers va évoluer. On n'emporte plus l'arc à la bataille, mais à la place le fusil avec une petite sacoche de cuir en bandoulière contenant les cartouches de poudre et les balles. Les chemises longues et amples portées en civil sont retirées à la guerre. Le guerrier est torse nu. Les pantalons de peau bouffante sont remplacés par des cuissardes en peau de cerf attachées à la ceinture par des lanières de cuir. Enfin, des mocassins en peau de cerf protègent leurs pieds tout en assurant un déplacement furtif dans la nature. Plus tard, ils iront jusqu'à récupérer les vêtements sur les soldats américains tués, et quand les combats imposeront de vivre dans les zones de végétation inhospitalière, les chemises longues et vêtements plus épais reviendront pour protéger les corps. Comme d'autres nations amérindiennes, les Séminoles utilisent des peintures de guerre, et principalement le rouge et le jaune. Le rouge, il est obtenu de différentes façons, hein, via le roucou, qui est une plante tropicale dont les graines contiennent un pigment rouge appelé bixine, qu'il mélange à de la graisse animale pour obtenir une sorte de peinture rouge un peu grasse, quoi. Elle est censée les protéger contre le soleil, les piqûres d'insectes et aussi les mauvais esprits. Le rouge peut aussi être extrait de l'ocre, un minerai rouge d'oxyde de fer, ou de la cochenille, un insecte qui vit sur les cactus et produit un pigment rouge appelé carmin. Carmin qu'on retrouve toujours aujourd'hui dans les bonbons, par exemple, sous l'appellation E120 en France. Le jaune, quant à lui, provient du curcuma. Tu sais, c'est la poudre jaune là qui est censée être un super aliment anti-inflammatoire. Ça, c'est une plante dont le rhizome contient un pigment jaune appelé la curcumine. Les Séminoles, ils râpaient le rhizome qui faisait bouillir ensuite la poudre pour en obtenir une espèce de teinture jaune, quoi. À la guerre, les hommes se peignaient un demi-cercle rouge sous les yeux pour symboliser le sang et le combat. Un cercle jaune entourant un cercle rouge sur les joues signifiait que les Séminoles étaient prêts à mourir dans le sang par la guerre. Et enfin, un demi-cercle vert sous les yeux était censé améliorer leur vision de nuit.
Un autre élément très important dans la vie quotidienne et l'identité des Séminoles, hein, tu te douteras jamais de ce que ça peut être, hein, c'est les cheveux. Jusque dans les années 1950, une femme séminole ne laissait tomber publiquement ses cheveux qu'en période de deuil. Concernant les hommes, bien que la pratique soit pas totalement homogène, hein, parce qu'on l'a vu, les Séminoles ils sont composés de plusieurs peuples, hein, en fait, hein, plusieurs tribus, ayant chacune leur identité. Ils avaient pour habitude de raser les côtés et l'arrière de leur crâne pour ne laisser qu'une bande en arc de cercle là, autour du visage. Une image vaut mieux que 1000 mots, hein. Je te mets ça là, tu vas voir. Alors moi je trouve ça particulier comme coupe, mais ça avait l'avantage de permettre de porter facilement les turbans ornés de plumes dont les Séminoles sont friands. Outre la coupe, hein, les cheveux et les ongles sont considérés comme des objets très puissants dont les êtres surnaturels peuvent abuser en utilisant la magie noire. Le crâne des bébés garçons, par exemple, il était rasé de façon cérémonielle à l'âge de 4 mois pour ne laisser qu'une mèche sur le front. Ensuite, leurs cheveux et leurs ongles étaient soigneusement conservés pour éviter un mauvais usage, quoi. J'ai eu énormément de mal à trouver des informations sur les croyances des Séminoles à l'époque. Mais il semble qu'ils aient hérité de mythes d'une ancienne civilisation du Mississippi qui croyait en un immense monstre au corps de serpent, hein, brillant comme l'argent et dont le souffle était destructeur pour quiconque s'approchait. Finalement, hein, comme beaucoup d'autres cultes, ils vénéraient et craignaient autant de bons esprits que de mauvais esprits. Hein. Un jour, par exemple, j'adorais cette anecdote, alors que le naturiste William Bartram tue un gros serpent à sonnette, pour rétablir l'équilibre de la nature, les Séminoles, ils veulent le saigner. Mais devant ce refus, ils sont désemparés et inquiets parce que l'ordre des choses est perturbé, quoi. Ça illustre bien à quel point ils sont sensibles au sujet du monde invisible. Beaucoup plus pragmatiques, hein, les Séminoles sont des experts de leur territoire. Ils maîtrisent tous les biotopes, hein. Ils n'ont pas besoin de routes, de chemins ou de panneaux pour se déplacer vers leur destination. En temps de guerre, ils adoptent rapidement ce qu'on appellera la file indienne. Donc comme son nom l'indique, hein, le premier homme dirige la bande et celui qui ferme la marche efface les traces du passage du groupe, ce qui rend totalement impossible leur traque par des soldats n'ayant aucune connaissance du territoire. Leur maison est rudimentaire, hein, ils ont une vie principalement à l'extérieur, très active, hein, donc ils sont plutôt secs et musclés, hein, mais pas du muscle comme dans les films, hein, du muscle utile, léger, tu vois, du muscle efficace, quoi. Les soldats qui les ont affrontés racontent qu'ils tiraient dans la végétation sans jamais voir un seul Indien. Imagine l'impact psychologique, tu tires, tu sais pas sur quoi tu tires, quoi. Mais en réalité, c'est parce que les Séminoles, quand ils tirent, la plupart du temps, ils sont accroupis ou en position de squat, derrière la basse végétation. Donc tu les vois pas, quoi. Et là, j'ai envie de te parler du fameux petit frère de la guerre. Est-ce que tu as une idée de ce que ça peut bien être? C'est en lien avec la condition physique et les traditions. Allez, ne triche pas, écris en commentaire un truc qui te passe par la tête, là. N'importe quoi. Moi, je vais boire un coup en attendant. Allez, vas-y, écris. C'est bon? Bon, parfait. Alors en fait, c'est un rituel partagé par les Cherokees, les Chickasaw, les Choctaw, les Creeks, les Yuchi et les Séminoles, qui permettait d'apaiser les conflits autour d'un immense jeu de balles appelé le stickball, ou The Little Brother of War, le fameux petit frère de la guerre. Alors je t'entends déjà te dire, c'est ça son truc bidon là qui nous spoil depuis des semaines. Je m'attendais à mieux que ça, hein. Attends, t'énerve pas. Il faut bien prendre conscience de l'importance que ça avait. Chapeauté par le medicine man, hein, le guérisseur et prêtre, c'est toute la tribu qui préparait l'événement plusieurs jours à l'avance, en faisant des rituels. L'un d'eux consiste à placer sous un caillou des perles de verre noir qui symbolisent les joueurs adverses à affaiblir. Les femmes doivent ensuite piétiner ce caillou en chantant. Des esprits d'un niveau sont aussi invoqués pour protéger les guerriers. Quant aux représentants de la tribu au jeu, alors eux, ils n'ont pas le droit de manger ou d'avoir de relations sexuelles la veille de l'événement. Le jour J, le medicine man fait un discours motivant à l'équipe et pratique un dernier rituel qui commence par la griffure des bras, des jambes, du torse, du dos de chaque joueur de son équipe, avec une espèce de peigne. Il va ensuite se nettoyer dans la rivière, prier et faire des offrandes aux esprits pour qu'ils aident son équipe. Les griffures et les scarifications font partie des actes rituels récurrents des Séminoles. C'est une sorte d'offrande de sang, hein, pour équilibrer la demande faite aux esprits. Les règles du jeu du stickball sont semblables à la crosse, hein, sauf qu'ici, 2 bâtons en icori sont utilisés pour attraper et transporter la balle, hein, vers une zone de but, représentée par des poutres droites en V ou en H. Bien qu'elles le fassent rarement, hein, les femmes peuvent participer et si elles le font, elles bénéficient d'une facilité qui est de pouvoir utiliser leurs mains pour attraper la balle à la place des 2 bâtons. Et là, tu vas comprendre pourquoi je te parle de ça ici, hein, parce qu'en termes d'entraînement physique des jeunes pour le combat, à l'époque, on faisait rarement mieux, hein, du moins chez les Blancs. Putain de moucheron. Le terrain fait de 100 mètres à 1,6 km de long et les parties peuvent comporter de 10 à plusieurs centaines de joueurs
qui se foutent sur la gueule pour déplacer une baballe. Je te mets une peinture de George Catlin là, qui a immortalisé une partie en 1834. Quand tu vois un peu sur cette image là, le bordel sur le terrain, c'est facile d'imaginer la férocité avec laquelle il cherche à s'emparer de la balle. C'est d'ailleurs un événement qui engendre énormément de blessés et parfois très graves. Comme disait l'autre, s'il meurt, il meurt. Autant les Américains sont vicieux et sournois, hein, même si pour l'instant je t'ai pas encore donné trop d'exemples pour venir confirmer ça, hein, mais ça va venir. Hein. Autant les Séminoles, ils ont su profiter d'eux. Hein. Ils étaient très physiques, hein, ça c'est sûr, hein, mais ils étaient aussi très malins. Il est arrivé bien souvent que des délégations de Séminoles, accompagnées de chefs de clan, se présentent au fort sous drapeau blanc pour soi-disant parlementer de la possibilité de signer tel ou tel traité. Mais finalement, ils mangeaient de la bonne nourriture gastronomique, ils se faisaient offrir au passage quelques présents et ils repartaient repus, sans rien avoir signé. On l'a vu, les Séminoles ont su trouver dans la nature de Floride de quoi se nourrir, construire des maisons et des outils. Ils ont aussi élaboré une sacrée pharmacopée pour traiter et prévenir les maux du quotidien. Par exemple, les feuilles du palétuvier noir sont utilisées comme remède contre les maux d'estomac. Et des maux d'estomac, il devait en avoir pas mal. Hein. Pour préparer leur corps et leur esprit à la guerre, ils boivent la black drink, qu'on peut traduire par boisson noire. Hein. Alors les ingrédients sont tombés un peu dans l'oubli, mais a priori, elle est obtenue en faisant bouillir des tiges d'Ilex vomitoria, le ou vomitif pour les intimes, probablement aussi de l'Eryngium yuxifolium et des herbes émétiques. Alors, il faut attendre que l'eau bouillonnante devienne noire pour que la préparation soit prête. C'est une sorte de thé finalement. Hein. Ensuite, elle se buvait chaude pendant les cérémonies de purification. Et alors là, écoute-moi bien, tu n'es pas prêt. Cette boisson, elle fait quasiment instantanément vomir des jets à l'horizontale et tu as une diarrhée fulgurante, tu transpires abondamment et ça te fait l'effet d'une surdose de caféine. Mais ça s'arrête pas là, hein. Après la cérémonie, le guerrier, il doit jeûner jusqu'au combat. Et il n'a pas le droit de dormir avec son épouse, ce qui là encore n'est pas si bête que ça. Hein. Finalement, cette pratique se perdra un peu quand les conflits s'intensifieront et que la nourriture viendra à manquer. Je pourrais continuer encore longtemps comme ça, mais l'idée c'était surtout de comprendre que la Floride à l'époque est d'une richesse incroyable, malgré un climat difficile pour les humains. Les Séminoles ont su en tirer le maximum pour vivre en harmonie avec la nature, qu'ils ont quand même façonné en fonction de leurs besoins. Hein. On est loin de notre société thermonucléaire d'hyperconsommation, mais il ne faut pas non plus tomber dans le piège de croire que les Séminoles vivent en symbiose avec la nature. Hein. Ils l'ont aussi façonné à leur échelle. En majeure partie sous domination espagnole au début de leur existence, ils ont pu se développer sereinement et atteindre une population de 5000 à 8000 âmes, dont 3000 esclaves ou fugitifs au milieu du XVIIIe siècle, qu'à l'arrivée des États-Unis, avec laquelle la dispute du territoire va commencer. Pour la comptabilisation des Séminoles, c'est pour ça que j'hésitais un peu avant, c'est un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs sources. Certaines, elles disent jusqu'à 10 000 âmes, d'autres 5 000, d'autres encore que les Creeks bâtons rouges migrants étaient environ 3 000, il y en a qui disent 5 000. Du coup, je dis entre 5 000 et 8 000, c'est une fourchette raisonnable, c'est une sorte de moyenne des sources. Bon, c'est déjà la fin de la vidéo, mais dans la prochaine, on rentre dans le dur, les manigances américaines pour voler la Floride à l'Espagne, la guerre éclair du général Jackson contre les Indiens, une bataille de folie autour de Fort Negro. Tu vas faire la connaissance du chef Creeks, William McIntosh, et ensemble, on va rentrer dans la première guerre séminole qui enclenche un demi-siècle de résistance indienne en Floride. Le contexte est posé, tu connais les Séminoles, leurs coutumes, leur mode de vie, leurs traditions. La prochaine fois, tu vas voir comment ils font la guerre. Tu vas commencer à comprendre pourquoi ces Indiens ont tenu tête 46 ans contre les États-Unis. Allez, ciao!